Alors, IDTG, c'est une filiale privée de la SNCF qui transporte des gens en affrétant des trains euh, au niveau du groupe. Et surtout, on a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on vend nous-mêmes nos trains, les trains et des TGV, sur un site internet dédié. Alors, on est aussi vendu et distribué par d'autres, notamment évidemment par voyagesncf.com, mais par Opodo depuis peu et puis Capitaine Train. Mais donc on a ce site internet et du coup ça fait de nous un pure player. Donc on a la possibilité d'avoir à la fois tout ce qui est vente, tout ce qui est marketing, tout ce qui est relation client et tout ce qui est contact client en direct chez nous. Le laboratoire, c'est un bien grand mot parce que on n'a pas la primeur ou l'exclusivité de l'innovation au sein de la SNCF, heureusement d'ailleurs. La particularité qu'on a, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a ces places de train, on les vend par un seul canal, et ça c'est super important, puisqu'aujourd'hui la problématique des transporteurs, et notamment des SNCF, c'est de vendre ces billets de train par beaucoup de canaux, ce qui finalement fait qu'on a du mal à retrouver quel client est à quel moment dans quel train, en tout cas quel est son nom et comment on peut le joindre. Nous on est 100% web, donc on suit totalement le client depuis avant son achat, à partir du moment où il rentre sur notre site, même des fois avant, puisqu'il est fan sur Facebook, des choses comme ça, pendant tout son achat, et puis ensuite dans le train, puisque son billet c'est un billet imprimé papier, soit autrement sur un iPhone ou un device téléphone. Et quand il va rentrer dans le train, l'embarquement se fait avant l'entrée du train. Donc on sait tout de suite si le client est rentré ou pas dans le train, et donc qui il est. On a son nom, son prénom, sa date de naissance, et on a aujourd'hui son historique d'achat et aussi de services consommés. Donc, on savait sur quelle durée les données des... On les conserve pas ad vitam aeternam parce que sinon c'est trop lourd d'abord et puis surtout parce qu'il y a des lois par rapport à ça. Mais ça nous permet surtout de pouvoir faire un CRM et faire un suivi client qui est hyper personnalisé. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, et je pense on va largement en débattre dans différents ateliers, c'est que le monde et l'internet nous ouvre la planète. Et paradoxalement, ou par réaction, ou peut-être normalement d'ailleurs, logiquement, les gens demandent une hyper-personnalisation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette possibilité d'aller acheter des chaussures en Chine et de se les faire livrer 48 heures chez soi après. 48 heures, vous êtes optimiste. Oui, enfin. Et en même temps, une demande de moi je veux qu'on me parle à moi, monsieur X, et qu'on sache ce que j'ai acheté la veille, etc. Et donc dans cet esprit-là, votre communication et votre manière de communiquer avec vos clients, on poursuivra sur l'ICRM peut-être plus tard, mais en tout cas dans votre manière de communiquer, vous introduisez ces concepts-là. Oui, vous faites de l'hyper-personnalisation. Exactement. Dans le marketing direct ou Alors on fait pas tellement de marketing direct en réalité. On a 80% de budget qui passe aujourd'hui sur le web. Forcément on est un pure player, donc nos clients ils sont là. C'est-à-dire que votre stratégie c'est ou votre achat d'espace c'est du display exclusivement? Non, pas exclusivement. On a beaucoup de displays, on a évidemment beaucoup de mots-clés parce qu'aujourd'hui tout ce qui est SEO, SEM c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de sites et et notamment dans le transport et dans le tourisme. Et puis on a effectivement une politique CRM et relations clients. Mais qui pour nous finalement, alors effectivement c'est compliqué votre question parce que pour moi c'est pas vraiment de la com, on est à la limite entre est-ce que c'est de la communication ou est-ce qu'on est déjà dans le marketing, est-ce qu'on est encore dans la relation client. Le meilleur exemple c'est tout ce qu'on fait sur Facebook aujourd'hui. Peut-être l'ICRM en tout cas, oui. Comment est-ce que vous le vivez chez IDTGV, comment est-ce que vous le définissez? C'est peut-être un élément important, même si c'est pas forcément quelque chose de fixe. Voilà, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est peut-être pas juste dans une semaine, parce qu'on avance quand même en marchant. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, et l'ambition qu'on a, c'est de dire on a une vision du client unique. C'est-à-dire que tous les points de contact, alors si je reprends un peu en arrière, si je remonte un peu en arrière, l'idée elle est de dire qu'une personne lambda, aujourd'hui, elle est équipée d'un téléphone portable, d'une tablette, d'un ordinateur, de différents devices, qu'elle a une vie qui est sociale et e-sociale très riche puisqu'elle est sur Facebook, sur Twitter, voilà. À côté de ça, on a des marques, et on en fait partie, qui disent la richesse de la marque et la stratégie de la marque aujourd'hui, elle doit être d'être incarnée, d'être quasiment une personne, puisqu'on doit créer de la préférence, on doit créer quasiment une relation d'amitié, ou en tout cas de connivence entre le client et la marque. Et donc quand on remet les deux bout à bout, forcément le client se dit pourquoi cet ami marque
n'est pas joignable par tous les devices que j'ai aujourd'hui, comme l'est ma belle-sœur, mon voisin de palier ou mon ami. Ce qui est très légitime, après tout, pourquoi il ne peut pas avoir à minuit envie d'appeler des TGV ou de pouvoir les contacter. Donc évidemment, ça c'est on va dire, la théorie. Dans la pratique, donc on essaie de mettre ça dans la vraie vie en se disant, eh ben, tous nos points de contact qu'on a créés, que ce soit Twitter, Facebook, notre CRM, mais aussi notre relation client, c'est pour ça que je dis ça touche vraiment des choses, ça va jusqu'à la relation client, ça va jusqu'au contrôleur dans le train, puisque une fois qu'il vous a scanné, il a lui-même sa tablette et il sait qui vous êtes. Il faut que tout ça soit connecté et interconnecté pour que finalement, à tout moment, le client, il va pouvoir envoyer quelque chose sur Facebook à la communauté des TGV et qu'en même temps, ben, on sache, voilà, il est dans le train, ce monsieur va mettre quelque chose, il a fait une demande et le contrôleur va pouvoir la recevoir et venir finalement y répondre. Il a mis un commentaire sur Twitter pour une raison ou une autre en disant je suis en retard, on l'a vu, on peut venir lui dire oui, on sait que vous êtes en retard, d'ailleurs on vient de vous envoyer un SMS, vous avez raison. Voilà, c'est un peu de l'ordre du fantasme, mais on est en train de mettre voilà, tous ces bouts au fur et à mesure dans un seul canal. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que tout ça c'est de l'investissement? On ne peut pas parler vraiment d'investissement publicitaire, on ne peut pas vraiment parler d'investissement, c'est pour ça qu'on parle d'investissement digital finalement, parce que est-ce que c'est du marketing, est-ce que c'est de la com, est-ce que... Moi j'ai pas de réponse, donc ben voilà, c'est aussi de la RP, la RP c'est un bon exemple, on a eu dernièrement un journaliste qui mettait sur Twitter un petit commentaire en disant je suis dans une TGV, il y a 15 minutes de retard, mais il n'y avait rien d'agressif, hein, c'était juste voilà. Mais comme on a un métamoteur qui récupère tout ça, immédiatement on l'a su, on a envoyé nous-mêmes une petite alerte au superviseur à bord qui a été voir le journaliste en lui disant bah voilà, t'es en retard, vous allez mettre un fil sur Twitter. C'est bien, le journaliste. Non mais c'était drôle parce que lui-même était tellement étonné qu'il a remis un fil en disant mais c'est pas possible, je mets un truc sur Twitter et 2 minutes après on me dit. C'est l'exemple qu'on a tous dans exactement. Les McDo ou dans les Starbucks. C'est exactement ça. Mais est-ce que du coup ça c'est de la com? Donc ça, c'est juste ce que vous arrivez à faire aujourd'hui. C'est ce qu'on arrive à faire, mais alors ça, pour le moment, on est dans l'exceptionnel, et on essaie d'en faire quelque chose de systématique. Ça coûte de l'argent, et au-delà de l'argent, c'est très compliqué en termes de mécanique. Techniquement. Parce que on a du mal à réconcilier toutes les données clients. C'est-à-dire que, évidemment, les gens aujourd'hui ont une adresse Facebook avec une adresse mail particulière, ont commandé sur idtgv.com avec une autre adresse mail, voilà, donc forcément, est-ce que c'est ce même personnage qui est là et là, et est-ce que c'est la même personne qui est derrière? Après, il y a aussi une réalité, c'est que pour lui répondre, notamment sur des problèmes à un instant T, on n'a pas besoin forcément de non, bien sûr. Et puis il y a un autre point qui pour nous est très important, en tout cas moi j'en fais un credo auprès des équipes, c'est de dire, on n'est pas là pour fliquer les gens, d'abord, et on n'est pas là surtout pour les inonder d'offres promotionnelles. Parce que le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils se rétractent complètement et qu'ils ne donnent plus aucune info, c'est justement qu'on les inonde. Donc en fait, l'idée à chaque fois est de dire, on va prendre une de vos données, et si vous nous la donnez, c'est parce qu'il y aura une utilité derrière et quelque chose de constructible pour vous et d'important. On prend le cas du téléphone portable. Aujourd'hui, on demande aux gens le téléphone portable, alors c'est pas une obligation de le donner, mais on garantit à ceux qui nous le donnent que si le train est en retard ou qu'il y a un problème, etc., immédiatement, dès qu'on a l'info, on leur envoie un SMS. Donc là, il y a un vrai... Et on leur garantit aussi qu'on ne va pas l'utiliser pour des raisons commerciales. Donc là, il y a une espèce de confiance et de relation de confiance qu'on met en place avec eux. Et on sait très bien, enfin, moi j'en suis convaincu, que le jour où, et j'espère que ça n'arrivera jamais, ça devait être trahi, on casse tout ce qu'on a construit depuis des années. Alors nous, on a déjà, entre guillemets, une chance, c'est qu'on est une start-up, on a 6 ans, on s'est construit sur le digital. Donc on n'a pas eu à réfléchir de comment on passe d'un modèle A à un modèle B. Voilà, le modèle, il était digital dès le départ, donc on a eu finalement cette chance. À l'inverse, évidemment, comme on a grossi, puisqu'on est parti de un train il y a 6 ans et qu'on en a 30 aujourd'hui, ça s'est construit un peu en millefeuille, puisque les besoins sont arrivés au fur et à mesure, et puis la technologie en 6 ans a complètement bouleversé le paysage. Donc les équipes, on a fait une espèce de pôle digital et e-commerce, dans lequel il y a à la fois le site internet, tout ce qui est achat d'espace, justement, dont on parlait tout à l'heure, que ce soit des SEO, SEM, et puis ces choses-là, le display. À ça est rattaché le CRM. Et puis la relation client est un peu à part, parce que pour nous la relation client elle est à cheval entre nous et la production. La production dans le sens les gens qui sont vraiment dans le train, puisque c'est eux qui sont au contact du client. Et cette partie-là, d'ICRM, elle représente combien de personnes aujourd'hui? Alors,
Ah, bah, c'est pas grand-chose. On a une personne qui s'occupe de CRM aujourd'hui. Et après, évidemment, on s'appuie sur un outil qu'on a pris et une agence qui nous aide. Hein, on n'est pas tout seul. Oui, non, Mais non, ça ne représente pas beaucoup de monde. En fait, aujourd'hui, si on prend vraiment le pôle l'outil web. Sophia, c'est un outil dédié que vous avez créé Non, non, c'est un outil qu'on a pris sur le marché. Alors là, on est en train de revoir le deal, donc je ne peux pas vous en parler. Voilà, exactement. C'est le moment de leur mettre la pression, il s'appelle comment justement, je ne vous le dis pas. D'accord, vous ne voulez pas le dire. Mais donc non, non, c'est quelque chose d'assez... Finalement, on reste, parce qu'on est une start-up, dans une espèce de relative souplesse. Aujourd'hui, oui, l'équipe globale sur tout ce qui est e-commerce digital, il y a 6 personnes. 6 personnes. Donc c'est pas énorme, en comptant un community manager, etc. Vous avez des personnes en agence qui et alors on s'appuie sur des... Non, non, les community managers sont chez nous. Ça, c'est vraiment une volonté. Non, ça, c'est vraiment une volonté pour moi. Alors là-dessus, je ne sais pas de convaincre les gens, je pense que c'est purement de la croyance. Je suis plutôt dans cette voilà. là aussi. Moi, c'est répandu. Hein. Oui, je sais pas, non, il y a des entreprises qui mettent les community managers en agence. Moi, je pense qu'un community manager, et on voit la nôtre aujourd'hui, elle a cette capacité à être dans l'entreprise, et donc il y a une question financière, n'importe quoi, elle court immédiatement chercher la réponse à la source. Et elle a, parce qu'elle est intégrée à l'entreprise et qu'elle est salariée, le discours de l'entreprise, elle a le ton de l'entreprise, elle a le mode de fonctionnement des autres salariés, elle sait qui appeler, elle a leur numéro de portable, et l'information est très très fluide. En plus de ça, elle-même forme et entre guillemets sensibilise vraiment les différents cadres de l'entreprise au community management, de manière à leur montrer l'importance d'être vraiment super réactif et de pouvoir lui donner l'info immédiatement ou eux-mêmes de la mettre très vite sur le site s'il y a besoin ou sur la page. Donc voilà, moi je suis pas sûr qu'en agence, et ça ne dénigre pas du tout les agences, mais je suis pas sûr qu'ils aient autant de réactivité. Mais encore une fois, c'est une croyance. Okay, donc ça n'engage que moi. Ça marche. Merci beaucoup.